Bonjour à toutes et à tous. 3/4 d'heure de conférence sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis vraiment content de vous le présenter aujourd'hui, sur l'industrialisation du machine learning, ou ce qu'on pourrait mettre dans le mot un petit peu à la mode de MLOps, mais surtout une solution concrète. Alors, dans un environnement Azure, bien sûr, mais voilà, une solution de bout en bout pour entraîner, packager et déployer des modèles de machine learning. Et tout ça, ça va être réalisé dans du code, donc ici dans du Python. On peut le faire en R aussi, mais comme je ne l'ai pas testé, voilà, je ne présenterai que la partie Python, avec ce qu'on appelle un SDK, donc un kit logiciel de développement. Et on va voir petit à petit, au fur et à mesure d'exemples, comment réaliser toutes ces étapes. Alors, je suis Paul Péton et mon combat actuel consiste à essayer de faire marcher des algorithmes qui marchent très bien sur la machine des data scientists et à faire en sorte que ça tourne à l'échelle, que ça tourne en production, que ça tourne tous les jours sur des infrastructures avec une démarche de type DevOps, d'intégration et de déploiement continu. Je suis consultant chez Azeo, qui a une antenne sur Nantes. Quelques petits liens, en particulier le GitHub que je vous ai donné dans le chat. Merci beaucoup aux sponsors. Je ne l'ai pas dit ce matin, mais vraiment, je prends juste 2 minutes pour remercier toute l'organisation. Je n'ai pas la diapo de sponsor, mais voilà, je pense qu'elle sera ajoutée après. Mais remercier à vous tous pour permettre de réaliser cet événement qui fonctionne très bien depuis ce matin. Alors, le débat, c'est pour ça que je vous posais la question dans le chat, plutôt data scientist ou plutôt data engineer. À mon avis, et ça va être l'orientation de cette présentation, il ne faut pas reconstruire des murs. Là où on en avait par exemple un entre les devs et les ops, on va éviter de reconstruire un mur à nouveau. On est sur des métiers qui sont relativement proches de toute façon. Il y a juste besoin d'un petit peu plus de compréhension des contraintes et des enjeux que l'on peut avoir aussi bien au développement et à la mise en production du machine learning. Alors, comment réaliser tout ça? Hop, juste la petite diapo pour vous dire que ce genre de choses est basé sur du retour d'expérience de missions que je peux réaliser au travers de l'ESN Azeo, même si on va être aujourd'hui sur un jeu de données de démonstration. Voilà, mais je me base sur cette approche-là, elle a pu être éprouvée sur le terrain. En programme de ces 3/4 d'heure, rapidement, pourquoi et comment industrialiser le machine learning. L'outil proposé par Microsoft, c'est Azure Machine Learning. Alors j'ai mis nouveau, peut-être que vous avez connu ce qu'on appelle maintenant l'ancien studio. Azure Machine Learning, ça a beaucoup évolué. Je vous ferai un rapide survol de la plateforme. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme MLOps? En quoi ça diffère du DevOps? Quelles sont les spécificités? La solution, on espère, à toutes nos problématiques, le SDK Python Azure ML. Donc en démonstration, 3 scénarios de démonstration que je vais vous présenter. Et puis des choses vraiment intéressantes à rajouter, qui sont aussi dispo dans ce SDK, comme du grid search, comme la gestion de pipelines, ou encore de l'interprétabilité, si on a un petit peu de temps à la fin. Alors pourquoi industrialiser? Parce qu'en fait le POC, si vous avez fréquenté les salons Big Data, c'est maintenant dépassé. Non, et puis surtout parce qu'en fait, tant que l'algorithme reste sur le laptop du data scientist, il y a peu de chances que ça génère un retour sur investissement. Pour que ça fonctionne, il faut, en le disant concrètement, il faut qu'on ait par exemple une API prédictive, donc un point de terminaison qu'on pourra interroger avec de nouvelles données et qui nous donnera des prévisions. On s'inscrit vraiment ici dans ce qu'on appelle, dans du prédictif, dans ce qu'on appelle le machine learning supervisé, même si on peut étendre un peu plus le domaine du machine learning. Aujourd'hui, sur des cas simples et efficaces, on va être vraiment sur ce type de scénario. On va prédire une donnée numérique, une donnée catégorielle, une série temporelle. Ça va être les principaux cas d'usage. Si on met un peu de côté tout ce qui est images, son ou autres données non structurées. Alors, quel est l'intérêt de cette industrialisation? Bien sûr, de pouvoir gérer facilement de gérer du versionning, d'avoir des backups pour remonter éventuellement justement ces anciennes versions, d'avoir des plans d'exécution qui vont sûrement être en plus en dépendance de notre
préparation de données, voir le replay là, de la session que je donnais ce matin à 9h30 sur les architectures data dans Azure. On aura toute nécessité à monitorer, j'en parlerai en conclusion, parce qu'on va voir que un modèle de machine learning, contrairement peut-être à un programme plus traditionnel, même s'il marche au début, c'est pas une garantie qu'il continue à être performant sur la durée, en raison des nouvelles données qui peuvent arriver. Et puis on cherchera aussi forcément à s'intégrer dans une sécurité de l'organisation. Pensez au nombre de projets qui nécessitent d'être finalement intégrés dans l'Active Directory si on reste dans l'environnement Microsoft. Et donc il faut absolument garder à toutes ces contraintes. Alors j'ai fait ma petite liste pour le Père Noël, même si on est un peu à l'approche de l'été, mais voilà ce qu'on attendrait ici d'une plateforme idéale de production pour du machine learning. Il nous faut de quoi planifier, ordonnancer tous nos traitements, et dans nos traitements, on aura bien sûr des phases de préparation de données, on aura de l'entraînement, mais, et ça vous allez voir que c'est central dans la démarche MLOps, du réentraînement. On n'entraînera pas qu'une seule fois. On voudra, parce que les données se renouvellent, parce qu'on a de nouvelles données, on voudra tenter un nouvel entraînement, voir s'il est au moins aussi performant que le précédent. Et puis on voudra aussi faire ce qui est finalement l'utilisation après d'un modèle entraîné, c'est faire de la prévision, alors peut-être en mode batch sur des données existantes, mais surtout après, quand on parlera API, surtout sur du mode temps réel, sur de nouvelles données. Nos modèles, on va vouloir les archiver, les versionner, on fera sans doute des versions selon peut-être différents algorithmes qu'on aura testés. On changera aussi nos jeux de données d'entraînement et on voudra versionner ces choses-là. Et puis surtout, quand on va stocker le modèle, on va vouloir le faire dans un format qu'on appelle donc, un binaire sérialisé. Alors, peut-être le plus connu aujourd'hui dans l'environnement Python, c'est ce qu'on appelle le format Pickle. Il y en a d'autres, si on parle côté TensorFlow, côté Deep Learning, on pourra avoir du H5 par exemple. Voilà, mais dites-vous que si on veut vraiment revenir aux bases, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Si on a une régression linéaire, donc un modèle de type Y égale à X plus B, c'est A et B qu'on va trouver dans ce fameux binaire, ce modèle. Et donc tout ça, on veut le packager et faire en sorte que ça se stocke bien, ça se versionne bien. Et il nous faudra pouvoir exposer ensuite ce modèle. Et là, si on rentre dans un mécanisme d'API REST, on va sans doute bien s'entendre avec toutes les équipes de développeurs web qui pourront exploiter cette information. Mais bien sûr, on sécurisera au maximum l'accès à ce web service, donc avec tous les mécanismes possibles aujourd'hui. Et enfin, parce que nos données, quand même, globalement évoluent de manière assez exponentielle, on cherchera à ce que nos ressources puissent monter à l'échelle, aussi bien en termes d'entraînement, mais là, je vais plutôt parler cet après-midi de la partie consommation, donc plutôt sur la partie exposition. Si on a de plus en plus de sollicitations d'un service prédictif, il faut que nos ressources tiennent la route derrière. Et tout ça, pourquoi pas dans un environnement cloud public. Ici, on va voir que nous serons sur Azure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Azure Machine Learning? C'est un terme qui a pas mal d'historique côté Microsoft, mais aujourd'hui, en tout cas, ça désigne un ensemble en fait de deux éléments, un portail et ce fameux SDK, donc Python et R aussi. Alors, je ne vous cache pas que le plus stable aujourd'hui, c'est le Python, et qui va nous permettre de préparer nos modèles, les packager, les déployer, et tout ça avec un tracking derrière, un monitoring de toute notre activité. Alors voilà à quoi ressemble le portail, mais on va aller vite, rapidement faire un tour dessus. Juste vous dire que ce portail a une URL dédiée. On va voir qu'on peut repartir de notre portail Azure pour le retrouver. Et qu'on a deux modes de licence aujourd'hui, standard et entreprise. Vous voyez qu'ici, il y a deux fonctionnalités bridées, parce que je n'ai pas la version Enterprise. Ce sont des fonctionnalités, ce matin, je qualifiais dédiées aux Citizen Data Scientists, c'est-à-dire des fonctionnalités d'interface graphique, d'interface visuelle,
qui nous permettront de construire soit des pipelines de machine learning, soit des approches autour de l'automated ML. Tout ça peut se faire en code. C'est plus compliqué, bien sûr, mais c'est moins cher. La tarification, vous allez voir petit à petit qu'on va travailler à chaque fois qu'on exécutera des calculs, que ce soit de l'entraînement ou du déploiement, on travaillera avec des machines virtuelles, et donc la tarification se fera au temps où ces machines virtuelles seront allumées, modérées pondérées par un coefficient qui sera donné quand le produit sera en version GA, donc en disponibilité générale. Alors avant de vous montrer l'architecture globale, je vais aller faire un petit tour sur le portail Azure. Voilà. Donc, je suis ici dans un groupe de ressources. J'ai souscrit à ce service Azure Machine Learning. Je vais retrouver alors des traces de finalement. On pouvait, au démarrage de ce produit, on pouvait retrouver pas mal de choses dans le portail, mais voilà, aujourd'hui, le seul bouton un peu important, ça sera juste celui-ci qui vous permettra de démarrer une nouvelle fenêtre et d'accéder au portail dédié. Alors, sur ce portail, si on fait le tour, si on commence finalement à travailler sur ce portail, on aura besoin de ressources de calcul. Et vous voyez qu'ici, j'ai provisionné tout simplement une machine virtuelle standard Azure. Et cette machine virtuelle, donc on appelait ça une instance de calcul, elle est livrée automatiquement, peut-être que certains ont en tête ce qu'on appelait les Data Science Virtual Machines. Elle est livrée déjà avec des configurations, un environnement Jupyter, Jupyter Lab et un RStudio. Donc tout ça, hop, si je clique ici, c'était fait dans la prochaine fenêtre. Si je clique ici, on va ouvrir Jupyter Lab et c'est parti, on peut déjà quasiment commencer à travailler. Alors pourquoi je dis quasiment? Parce qu'en fait, bien souvent, pour aller faire du code dans des notebooks, il nous faudra des données. Et donc on aura pris soin au préalable de définir des magasins de données qui sont finalement un pointeur vers, alors on va voir ce qui est disponible ici, vers des sources managées de type file system, donc du blob storage, du data lake ou des bases, alors seulement bases managées, hein, donc en PaaS, la SQLDB Azure, Postgres et MySQL. Donc en définissant ces points ces data stores, ces magasins de données, je pourrais ensuite facilement définir des jeux de données, donc des fichiers souvent dans un format tabulaire, mais pas que. Hein. On a par exemple ici à travers ce menu la possibilité par exemple, de taguer des images pour ensuite les réexploiter dans du code. Donc, ici par exemple des données en version tabulaire, données à nouveau versionnées, ça sera important, on pourra dans notre démarche, si on veut même conserver des versions de nos différents jeux de données. Et donc maintenant qu'on a une ressource de calcul, un point d'accès à nos données et des jeux de données définis, et c'est parti, on peut se lancer dans du code, on peut se lancer dans une expérimentation au travers des notebooks. Alors je vais juste reprendre l'architecture un petit peu plus vaste, que j'ai surtout développée ce matin, mais si vous n'avez pas suivi la présentation, ou juste en 2 mots, vous redonner les 4 grandes étapes d'un projet data complet sur le cloud sur Azure. On fait venir les données, on ingère des données externes, des données du web, des données de RP, par exemple, d'une société. On ingère tout ça avec, par exemple, Azure Data Factory. On se stocke au travers d'un data lake storage. Ici, je symbolise justement ces fameuses machines virtuelles qui sont mes ressources de calcul. Et ensuite, on va laisser un peu de côté pour cette heure de présentation la partie BI, mais nous, on va se focaliser sur le déploiement ici de modèles de machine learning. Et tout ça dans une approche où on sera capable d'utiliser Azure DevOps donc pour automatiser les déploiements et des outils un petit peu plus précis dans l'approche MLOps que sont alors MLflow qui est un outil open source importé par Databricks. MLflow est particulièrement intéressant pour aller versionner
vraiment de manière très précise les algorithmes, donc en conservant des valeurs de métriques, des valeurs d'hyperparamètres, c'est-à-dire dans quelle configuration j'ai lancé mon apprentissage, versionner des artefacts aussi, c'est-à-dire le package finalement final de mon modèle. Donc tout ça, c'est possible avec MLflow, mais c'est possible aussi uniquement avec les outils du portail par défaut. Et on finira de packager tout ça, de stocker sur un conteneur registry. Alors j'écoutais juste avant d'arriver sur le talk de 15 heures, j'écoutais Quentin Adam dans une autre salle qui disait beaucoup de mal des conteneurs. Bon, en tout cas, mais avec sûrement de très bonnes raisons aussi. Ici, parce qu'on sera en capacité de maîtriser l'image qu'on est en train de créer, voilà, on créera ces images, on les stockera dans un registry et on les utilisera ensuite, soit avec du Kubernetes, mais il y a quelques alternatives un petit peu moins coûteuses. On les utilisera pour exposer le modèle prédictif. Alors, ce que je vais vous montrer, peut-être tout de suite, je vais commencer par la fin, pour changer un peu. Je vous montre un modèle prédictif, ce que j'ai montré également ce matin, mais voilà, qui n'est pas celui du reste de ma démo, mais juste pour vous montrer le principe, si on oublie vraiment complètement tout le travail, ici des data scientist engineer, si on se met vraiment dans la peau pendant juste 30 secondes ici d'un utilisateur externe, d'un développeur web qui a besoin d'un service prédictif, ben vous avez ici une web app, voilà, qu'on voyait à la toute fin du schéma. Cette web app récupère des informations. La première info ici, c'est une distance. Donc, vous voyez que si je lui donne cette distance de 5 km, on va me renvoyer un temps de trajet. Si j'actualise maintenant, si je renvoie une demande à mon API, et ben on voit que le temps de trajet a augmenté en fonction de la distance. C'est vraiment ça qu'on veut packager, qu'on veut mettre à disposition de personnes qui après sauront le mettre en musique pour packager ça, par exemple, enfin intégrer ça dans une application mobile, dans un site web, donc quelque chose qui permettra de valoriser toute cette donnée. Je termine juste ici cette diapo avant de passer aux démos sur ce qu'on met derrière le MLOps. Donc si on doit donner une définition sûrement parcellaire, hein, mais voilà, assez rapide du DevOps, si on oublie par exemple tous les aspects de monitoring, voilà, le DevOps, c'est de pouvoir reproduire du code, c'est de pouvoir le tester, éventuellement tester même de manière automatisée, et surtout d'après d'automatiser le déploiement. Le MLOps, on va changer de prisme, c'est-à-dire que notre point de repère, c'est le modèle d'entraînement, le modèle de machine learning. Ce modèle, on souhaite être en capacité de le reproduire. Alors ça, attention, parce que si vous réentraînez un modèle de machine learning, si on change certains paramètres aléatoires, par exemple, des seeds, des graines dans certaines fonctionnalités, ben on n'aura peut-être pas le même modèle au poids près. Mais ce qu'on cherche en tout cas ici, quand on parle de reproductivité de modèle, c'est être en capacité finalement d'aller récupérer un modèle qu'on aura versionné et de le redéployer pour qu'il soit actif. On voudra valider les modèles. Ici, on a toute une batterie de métriques d'évaluation, mais on verra que l'important, c'est d'aller ici les enregistrer, les packager justement avec notre modèle pour savoir facilement l'évaluer. Et puis, on voudra, dans cette idée de déploiement continu, déployer le modèle et ensuite s'intégrer dans toute une chaîne. Vous voyez que ça, c'est peut-être le point le plus important par rapport à un DevOps plus traditionnel. On voudra soumettre un réentraînement. Ça, si je vous montre sur ce schéma un petit peu plus détaillé, dites-vous bien, si vous ne connaissez pas trop le mécanisme de machine learning, le machine learning marche en fonction des données du passé. Voilà, on regarde ce qui s'est passé, on obtient le modèle mathématique à partir de ça, mais bien sûr, les données évoluent. Le temps passe, il y a de nouvelles données qui sont à disposition. On peut peut-être faire mieux en termes d'entraînement. Et c'est pour ça qu'on va régulièrement resoumettre le modèle. Et alors, quand je dis régulièrement, si je veux être un peu précis ici et factuel là-dessus, il y a quelques années encore, par exemple dans de la segmentation marketing, on se permettait de remettre le modèle de segmentation à jour tous les ans, tous les 6 mois, 3 mois éventuellement, quand on était vraiment très
enclin à mettre ça en place, et parce qu'aussi on pensait que la segmentation pouvait changer. Aujourd'hui, on a des retours d'expérience, par exemple, de personnes de sociétés qui remettent à jour leur modèle tous les jours. Alors, attention, elle ne remplace pas forcément le modèle déployé tous les jours, mais en tout cas, elle tente un réentraînement. Ça peut être intéressant, pertinent dans des cas de figure où on a un contexte qui évolue très très vite. Si je prends l'exemple des télécoms, vous avez la concurrence qui peut faire des promotions, vous avez un nouveau modèle de téléphone qui peut sortir. Si on voit que cette temporalité, si ce marché bouge à une temporalité qui est proche du jour ou de la semaine, eh ben, ça vaudra peut-être le coup justement de réentraîner et de voir si du churn, par exemple, est-ce qu'un client est susceptible de changer d'opérateur téléphonique, ben, ça aura peut-être le coup d'être très réactif en réentraînant régulièrement. Mais attention, le réentraînement a un coût, et il faut vraiment balancer ça, mettre ça en balance de l'efficacité qu'on aurait à remplacer le modèle. Mais dites-vous bien, ça je veux vraiment retirer cette idée reçue parfois, hein. Dites-vous bien qu'on n'est jamais, en tout cas dans du machine learning supervisé, on n'est jamais sur un entraînement continu des modèles. Il faut sortir de l'idée que le machine learning, c'est de la progression continue. Donc c'est de la progression par étapes chaque fois qu'on relance un modèle avec l'espoir de faire mieux. Ce qu'on appelle le online learning, par exemple, ça c'est une approche où sur de la donnée en flux continu, on fera un apprentissage continu, mais c'est loin d'être la majorité des cas de machine learning. Et l'entraînement, voilà, gardez en tête qu'on pourra faire de l'automated ML ou ce qu'on appelle parameter tuning, je reviendrai en fin de présentation. Le dataset que je vais utiliser maintenant pour passer à la démo, c'est un dataset tout simple, hein, c'est tout petit, là, beaucoup, 400 lignes. On cherche à prédire ici une donnée indiquant le diabète d'une personne en fonction d'une dizaine de variables qui sont toutes numériques ici. Alors, on prédit du numérique par du numérique, on est vraiment dans le cadre ici de ce qu'on appelle une régression. Alors, place à la démo. Et pour vraiment lancer cette démo, la toute première ligne de code qu'on va voir, c'est l'installation du package Python AzureML. Tout simple à lancer. Vous avez ici la commande pip ou le git clone pour le faire. Et ça va nous permettre, une fois qu'il sera lancé, d'accéder à toute une dizaine, on va dire, d'objets importants pour manipuler, qu'on va manipuler au travers de notre script, d'un notebook par exemple, où on aura utilisé ce SDK. Alors, les objets importants, je vous ai parlé du data store et des datasets qu'on allait stocker dedans. Je vous ai montré une VM qui portait mon Jupyter Lab, qui portait mon RStudio, mais souvent on sera quand même en demande d'un peu plus de puissance, et donc on utilisera un compute target ici, c'est-à-dire une autre ressource de calcul à distance vers laquelle on poussera nos scripts, et on ira donc utiliser toute cette puissance de calcul. Quand on lancera ce script à distance, enfin, je dis à distance, hein, c'est parce qu'on l'envoie sur une autre machine, on mettra tout ça au travers de ce qu'on peut appeler un pipeline ou un run. Un pipeline si on a plusieurs étapes, et plus globalement un run, donc une exécution de notre script. Tout ça sera archivé ensuite dans la notion d'experiment. Une expérimente, finalement, c'est un projet, hein, c'est un thème de projet dans lequel on va faire différents essais. L'objectif là-dedans, au travers de ce script, ça sera bien sûr de produire un modèle. Le modèle aura besoin de dépendance, donc on retrouvera une notion d'environnement et un peu plus utile d'estimateur, mais voilà, par ces notions-là, on donnera des listes concrètes de packages de dépendance, hein, si j'ai besoin de joblib, par exemple, pour passer en format pickle, ben, il faudra que je le liste ici dans mes dépendances. Et tout ça nous permettra ensuite d'aller d'aller utiliser en fait une nouvelle ressource de calcul qui est une ressource d'inférence. Celle-ci donc portera le service prédictif qui s'exprimera au travers d'un endpoint.
Alors, je vais repasser sur les écrans de démo. Juste jeter un petit coup d'œil ici. Il y a quelques questions. Ah, voilà. On ne peut pas faire de référence à des magasins de données externes. Alors, malheureusement, non. Moi, je milite auprès de Microsoft en interne pour qu'on ait un connecteur type ODBC, JDBC. Aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par du stockage Azure. Hop, je reviens juste sur le portail ici. Vous remontrez les ressources voilà, les différentes ressources de calcul. Donc ça, c'est ma VM qui me sert à piloter finalement juste l'environnement de travail. Le cluster de calcul, c'est ici, alors peut-être quelque chose de multineux, anciennement Azure Batch AI, si vous avez connu ce service-là côté Azure. Donc qu'on va provisionner ici pour exécuter des traitements. Petite astuce, vous le mettez à 0 nœud au minimum, ça voudra dire qu'on va... Alors ça prendra forcément plus de temps quand on va vouloir le rallumer, mais au moins il n'y aura pas de facturation associée. Cluster d'inférence, alors j'en ai pas ici, mais on le verra sur mon portail Azure, c'est ce qui servira à porter le service prédictif. Et sachez qu'on peut aussi pousser et attacher des capacités de calcul un peu plus puissantes, type par exemple Databricks. Là ça me semble peut-être un petit peu, enfin si vous en êtes à coder des notebooks, voilà, dans du Scala, dans du PySpark, faites-le tout de suite sur Databricks, à mon avis, et utilisez MLflow. Voilà, vous n'aurez pas forcément besoin de passer par Azure ML pour utiliser Databricks en back-end de calcul. Je me place ici sur les expériences. Donc, les expériences, je vous disais, hein, ce sont des espèces de projets, voilà, des répertoires de projets où on va archiver toutes nos exécutions. C'est dans ces expériences, si je reviens sur la dernière que j'ai faite récemment, on va retrouver chacun des runs, chacune des exécutions, le statut de ces exécutions. Ici, c'est une exécution justement d'Automated ML. Je vais chercher le meilleur modèle prédictif pour distinguer des familles de manchots. Voilà, c'est un jeu de données qui tourne un peu en ce moment. Voilà, on va pouvoir après détailler, retrouver les résultats de cette exécution, et en particulier ici, dans le principe d'Automated ML, on a fait une sorte de brute force sur une trentaine d'algorithmes, et on regarde le meilleur. Voilà. Si on a un modèle de type ensemble, c'est souvent ceux-là qui fonctionnent bien à la fin. Donc ce modèle, donc on pourra ensuite récupérer sous un format binaire. On a, j'y reviendrai un petit peu à la fin, parce que là ça va pas être forcément très... ça va être un petit peu moins chargé, mais on pourra revenir aussi. Voilà, bon. On pourra même trouver, associé à ce modèle, les facteurs explicatifs, ici, de notre classification de manchots. Donc les facteurs les plus influents. Donc on a cette capacité en fait à archiver en fait ici vraiment toute la logique de notre exécution. Je suis en train de me rendre compte que dans cette exécution, j'ai pas archivé le pickle, donc voilà, vous le voyez pas ici, mais je vous le montrerai sur une autre expérience, peut-être par exemple ici. Hop, voilà, on va revenir sur le cas d'usage que je vais vous présenter après. Hop, on est sorti. Output. Voilà. Pickle ici, c'est donc mon format, mon modèle sérialisé. Rappelez-vous, si le modèle c'est une régression, y égale x plus b, dans ce petit fichier-là, vous avez la valeur de a et de b. Alors, ça c'est tout ce qu'on fait au travers du portail, mais l'objectif, c'est bien de le faire avec du code. Donc je reviens, juste un petit coup d'œil aux questions. Ouais. Je reviens ici dans mon notebook Jupyter Lab. Vous voyez que je viens de faire une mise à jour du SDK. On est en 1.7. Voilà. Ça évolue beaucoup en ce moment. Donc, faites attention aux messages qui vous indiquent que certaines méthodes ou classes peuvent être dépréciées. Voilà. Donc ça vaut le coup de suivre ça de près.
On va tout de suite, première instruction, en fait, vous allez voir que c'est vraiment quasiment, on peut se faire une sorte de template, de canevas complet là-dessus. On va très vite définir, faire le lien avec le workspace. Alors, ça veut dire qu'en fait, ici, mon Jupyter Lab, qui pourrait très bien être en local sur mon laptop, mon Jupyter Lab va interagir avec le portail qui est ici. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une interaction? C'est tout simplement d'aller créer une expérience, d'aller enregistrer un modèle, d'aller le versionner, d'aller déployer un point de terminaison. Donc, voilà, donc vous pilotez l'espace de travail, le workspace, à partir du SDK. Mais je précise bien, vous le faites aussi bien en local sur votre poste qu'ici depuis la VM, la Compute Instance que j'ai déployée. Ensuite, je définis mon expérience. Voilà. Je vais retrouver assez souvent, ça on va le voir, alors on le verra peut-être en copie d'écran, parce que pour l'instant il y a quelques bugs dans les... Je suis sur une VM West Europe et j'ai quelques bugs d'affichage, mais je vous montrerai une copie d'écran de widget. On aura la possibilité, on va profiter vraiment du notebook pour afficher des choses assez interactives, enfin assez visuelles. Là tout simplement, par exemple, j'ai des liens qui me permettraient de réouvrir mon studio Azure ML. Ici, on va retrouver les choses habituelles d'un notebook, comme l'affichage de données. Donc tout ça va me permettre ici d'aller entraîner un modèle. Alors, je précise bien ici, je suis sur une VM qui exécute mon Jupyter Lab. C'est aussi cette VM qui est en train de réaliser le travail d'entraînement, voilà, qui est fait ici à ce moment-là, une fois qu'on a défini le modèle. Si cette VM est relativement petite, on doit être sur un 4 cœurs, 14 Go de RAM, mieux vaut avoir des jeux de données, des ambitions assez faibles en termes de modèles. D'où l'intérêt de passer rapidement à des scénarios où on ira en remote, on ira pousser le training, pousser l'entraînement sur une machine, sur un cluster beaucoup plus puissant. Et juste pour revenir un tout petit peu plus haut, vous vous rendez compte que finalement, une fois que j'ai passé la définition, le lien avec le workspace, la définition de l'experiment, le rattachement au dataset, et tout le reste, c'est du code Python classique. Voilà, on retombe ici sur scikit-learn pour du machine learning. On a du ggplot, on a du matplotlib, pardon, pour faire des visuels, et on a du pickle ici pour sérialiser notre modèle. Voilà, donc tout ça me permet de dire en fait que pour un data scientist habitué à Python, finalement il faut juste rentrer dans les premières cases ici, que sont les... je mets un peu d'ailleurs sur le code. Donc juste rentrer dans les clous d'une expérimente au sens Azure ML. Alors, je vais vous montrer je vous ai parlé tout à l'heure du Data Store. Je vous ai parlé vite fait aussi, je ferai plutôt une conférence dédiée sur ça prochainement, de l'Automated ML. Je ne vous ai pas parlé des modes de déploiement. Je vous ai juste dit qu'on pouvait faire du déploiement dans Kubernetes. Donc, sachez qu'il y a, là, je vous montrerai un déploiement en scénario, on va dire, de dev dans Container Instance. Donc, moins de sécurité, mais aussi moins de coûts associés, moins de puissance aussi, forcément. Quand on fera de l'AKS, on sera minimum sur 3 nœuds et 12 corps. On pourrait, comme on génère de l'image Docker, on pourrait très bien finalement déployer au travers d'une Azure Function ou d'une Azure Web App. Ça, c'est celle que je vous ai montrée dans Postman tout à l'heure. En particulier, si vous utilisez la solution Web App, je vous ai mis ici, et je le posterai sur le GitHub aussi, je vous ai mis le code qui permet de déployer l'image Docker sous forme de Web App. Parce que là, attention, vous voyez qu'on est sur du PowerShell, c'est malheureusement pas géré par le SDK. Alors, je reviens sur le SDK. Voilà, je vous montre de manière schématique le pipeline complet, le workflow complet qu'on veut faire. Donc les étapes obligatoires pour rentrer dans les clous de l'interaction avec Azure ML.
le workspace, expérimente le lien avec les datasets sur le datastore, et c'est parti. Ensuite, on entraîne le modèle, on l'enregistre, et là, quand on est dans un cas classique du scikit-learn, TensorFlow, ONNX, qui est un format, une initiative, alors à l'initiative de Microsoft, mais qui est un projet open source, de format plus commun entre tous les formats existants de modèles. Donc, quand on est sur ces 3 types de modèles, eh ben, on ira finalement assez vite et on pourra écrire rapidement l'étape de déploiement du modèle. Alors que je dois avoir, voilà, juste derrière. Non, alors, ce n'est pas. Bon, il manque, vous la retrouverez dans le notebook, il manque juste ici une syntaxe réalisant le déploiement du pickle, mais tout de suite après, une fois que ça c'est fait, eh ben, on a un point de terminaison, on a une documentation associée type Swagger, et on peut interroger le service en lui fournissant de nouvelles données. Ça, c'est les 10 caractéristiques de mon patient diabétique. Et ben, en retour, on obtient, comme dans Postman finalement, mais là, toujours depuis le SDK, on obtient la prévision. Et ça, c'est sur un modèle dit classique, dit générique. On va voir comment on fonctionne dans des modèles qu'on appelle custom, un petit peu plus poussés. Poussés, pourquoi? Parce qu'on aura des dépendances de package. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Encore plus quand vous avez de la data prep à ajouter avant l'étape de scoring. Alors, comment on se modifie ici le workflow? On garde bien sûr toutes nos étapes d'initialisation du workspace, d'expérimente. Ensuite, on fait toujours notre entraînement, on fait toujours notre enregistrement de modèle, c'est-à-dire qu'il vient s'archiver sur notre portail. Et ensuite, on va définir ici 2 choses importantes. Une fonction de scoring. La fonction de scoring va juste faire l'opération éventuellement de data prep, mais surtout de unpickle, c'est-à-dire qu'on va aller désérialiser le binaire, et on va refaire cet objet modèle prédictif. On va rapatrier, parce qu'il faut bien se dire ici que notre service de déploiement, c'est pour ça que je vous parlais de web app, je vous parlais de conteneur instance ou d'AKS, on va aller le faire sur d'autres machines, donc il faut bien embarquer ici les packages nécessaires pour fonctionner cette fonction de scoring. Tout ça va venir définir ce qu'on appelle une configuration d'inférence, voilà, qui est tout simplement en fait l'association de ces deux briques-là. Et à partir de là, on peut réaliser le déploiement. Alors si je rebascule sur le notebook que je vous présentais, hop, je descends un petit peu plus maintenant. Voilà, donc enregistrement du modèle. Je prends bien soin de taguer, de mettre peut-être aussi la version du framework qui m'a servi à le faire. Création de cette fonction de scoring, rien de très sorcier là-dedans, joblib.load, on désérialise, modèle.predict, on fait la prévision. Voilà, dans un scénario très simple ici. Définition de cet environnement d'inférence, on retrouve la liste de nos packages, de nos dépendances qui seront donc chargées sur la machine de déploiement. Tout ça définit notre configuration d'inférence, la fonction scoring et l'environnement. Et on a ensuite le déploiement qui se fait, par exemple, sur Container Instance, au moyen de cette syntaxe-là. Alors, quand je déploie, petit tips, petite astuce au passage, quand je déploie, je dois préciser la puissance de ma structure, de mon inference compute, ma machine d'inférence. Donc, je la précise en vCPU et en RAM. J'ai mis 1 et 1, mais en fait, je pourrais faire quelque chose un petit peu plus intelligent. Je pourrais profiler. Je pourrais faire tourner ici une méthode qui profile mon modèle et qui va me rendre les valeurs adaptées à la complexité de ce modèle. Et donc là, alors je ne vais pas laisser les résultats, mais on verrait que par exemple, on peut descendre à 0 de mémoire, à 0,5 sur les 2 ressources, ce qui me fait économiser finalement derrière sur le coût de déploiement. Une fois que c'est fait, et bien, vous voyez qu'on récupère donc ici un peu de log. C'est des clés. J'ai mis l'authentification et donc des clés ici, qui sont associées à ce service. Le service ensuite me donne sa documentation et je peux aller le tester comme je vous montrais dans la copie d'écran.
On pourra bien sûr faire une mise à jour du service. La mise à jour du service, quand on a un nouveau modèle, là on rentre dans les étapes, le pipeline MLOps. Donc voilà pour un workflow un petit peu plus complet. Je vais rajouter dans ce workflow une nouvelle notion qui est maintenant le fait d'entraîner sur une machine à distance. Je vais juste regarder si vous avez posé quelques questions. C'est bon. Alors j'avance pour garder peut-être les 10 dernières minutes pour des questions. Voilà, si je reviens maintenant sur un workflow encore plus complet et avec cette notion d'aller entraîner sur une autre machine, et ben, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un peu dans l'idée où pour notre inférence, on était obligé de fournir des packages type Joblib, scikit-learn pour aller faire la partie scoring. Et ben, pour l'entraînement, il faut simplement fournir la référence scikit-learn, mais peut-être d'autres choses pour la préparation de données. Et ben, tout ça va être défini ici dans ce qu'on appelle un environnement de compute. Donc un fichier YAML, voilà, de dépendance, un nouveau de package qui seront chargés sur cette machine à distance qui va réaliser l'entraînement. Voilà. Pas beaucoup plus de complexité là-dedans, juste le fait d'aller voilà, bien gérer à nouveau, vous voyez ici les dépendances et l'utilisation de cet estimateur, donc qui est finalement rien que l'appel à un script d'entraînement qu'on pourra éventuellement paramétrer. Voilà, si on rentre dans une démarche où on souhaite changer des valeurs d'hyperparamètres, on pourra facilement le faire à partir de là. On aura, et dans tous les cas de figure, que ce soit à distance ou en local, on aura toujours la possibilité de loguer des valeurs, des métriques d'évaluation de nos modèles. Ça, c'est particulièrement important pour ensuite, toujours dans les prochains MLOps, se dire que revenir sur la métrique du modèle en prod et se demander si on a trouvé une meilleure métrique peut-être avec un nouveau modèle. Donc ici, au moyen de log, ici un run.log tout simplement, je vais loguer ici le score de mon modèle de régression. Et ça va me permettre ensuite d'aller soit retrouver un modèle versionné avec sa valeur de métrique, soit d'aller comparer à un nouveau modèle. Run.log, c'est la syntaxe du SDK, mais je vous rappelle que vous pouvez importer MLflow et travailler avec MLflow si vous êtes habitué à ce package open source. Je vous parlais à l'instant du fait de passer des paramètres, des valeurs d'hyperparamètres ici dans l'entraînement à distance. Ça, on voit que c'est les prémices d'un scénario de grid search. Donc grid search, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire qu'on peut avoir plein de valeurs possibles pour les hyperparamètres, c'est-à-dire les curseurs qu'on va positionner dans, par exemple, une descente de gradient, dans un arbre de décision. On va peut-être travailler sur la profondeur, sur des choses comme ça. Donc toutes ces valeurs d'hyperparamètres on les connaît pas, on n'est pas capable de dire quelles sont les meilleures valeurs a priori, donc il faut tester en fait. Et donc ce test, c'est tout simplement de lancer des entraînements en parallèle et puis de regarder quelle est la meilleure métrique. Donc c'est ce que fera ici par exemple Hyperdrive, là, qui est la classe de grid search d'Azure ML. On va chercher ici à maximiser la métrique loguée, qu'on a vu être loguée juste avant. Et donc en comparant ici sur différents coefficients de régularisation pour le cas ici de la régression. Donc ça, on le rajoute concrètement finalement à la place par la suite, on va dire, de notre entraînement. Ça, c'est le widget. Donc voilà, je promettais en copie d'écran. Ce widget me permet de regarder les performances de mes différents algos avec les valeurs modifiées de l'hyperparamètre. Et tout ça dans le notebook. Une fois que l'hyperparamètre, le Hyperdrive a tourné, en fait, ce qu'on veut tout simplement, nous, c'est bête et méchant, mais on veut le meilleur, la meilleure configuration. Donc là, voilà, elle a été trouvée ici pour la régularisation à 0,01. Et ben, on a tout simplement avec le best run ici, voilà la méthode ici qui attrape la meilleure exécution, va facilement retrouver son hyperparamètre,
sous ces hyperparamètres, on va retrouver le score associé et on va retrouver l'ID du run. Donc de fil en aiguille, on va être capable d'aller enregistrer le meilleur modèle, tout simplement sans avoir à redescendre de manière plus profonde dans les logs du grid search. Et si on pousse encore un peu plus cette logique ici de segmenter notre préparation, notre entraînement en étapes, et ben on aura tout intérêt à travailler avec des pipelines, donc qui sont à nouveau un objet, une classe du SDK. Le pipeline, finalement, va me permettre de vraiment fractionner, de voir morceau par morceau les étapes. Dites-vous que au début, voilà, après chargement de données, on a sans doute à faire peut-être un nettoyage des données manquantes, une interpolation des données manquantes, peut-être qu'on a ensuite à faire une normalisation des valeurs numériques, ensuite on fera peut-être une ACP, donc tout ça peut être vu comme des étapes dans un pipeline, ça me permettra de mieux comprendre l'efficacité de ces étapes et de relancer certaines pour ensuite les améliorer. Et on peut aller jusqu'aux étapes de training et de déploiement. Voilà, donc c'est vraiment une approche intéressante, alors pas simple, parce qu'il faut bien manipuler les dépendances après entre étapes de pipeline, mais voilà, on a pour ça un affichage visuel, donc à partir du moment où vous définissez par du script, vous définissez ici les enchaînements de steps, d'étapes, vous aurez cet affichage et on jouera ensuite après sur les inputs, les outputs. Voilà, ma donnée processée, vous voyez qu'ici elle est en output de ma première étape, et ben, je fais bien en sorte de la définir en input de l'étape suivante. Dernière chose intéressante avec les pipelines, on peut, et c'est d'ailleurs même le seul objet qu'on peut planifier et lancer à partir d'un endpoint à nouveau. Donc c'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vous ai plutôt parlé du endpoint prédictif, mais on pourrait très bien intégrer, un développeur web, par exemple, pourra venir utiliser ce endpoint pour automatiser l'entraînement, la relance complète du pipeline d'entraînement. On peut le planifier au moyen d'un scheduler donc propre à Azure ML, mais voilà, si on veut le faire avec un peu plus largement dans une architecture data, comme j'évoquais ce matin, on pourra très bien le faire aussi au sein d'une activité de Data Factory. Et avec ça, on a enfin tous les outils pour réaliser le scénario complet d'une approche DevOps, alors MLOps, pardon, voire de type A/B testing, c'est-à-dire que j'ai un modèle en production, il a ses métriques d'évaluation, je vais avoir l'occasion d'entraîner un nouveau modèle, je vais donc avoir une nouvelle métrique, je vais comparer ces métriques, et là c'est du A/B testing, le meilleur l'emporte, et on déploie, si c'est B, si c'est le nouveau modèle qui arrive, qui est meilleur, et c'est lui qui prend la place en prod, et on le déploie automatiquement à la place du modèle existant. Tout ça peut se faire donc avec le SDK, mais une autre approche serait de le faire, finalement, si vous êtes plus à l'aise avec les commandes en ligne, avec le CLI d'Azure ML, vous pouvez aussi le faire au travers d'un pipeline de build dans Azure DevOps. Il faudra que je mette, je mettrai aussi, je ne pense pas qu'il y soit encore, je mettrai le code de ce pipeline sur le Git. Alors, il nous reste 10 minutes pour des questions. Hop, je reviens ici. Voilà, je vous laisse taper quelques questions si vous en avez. Et s'il me reste quelques minutes juste après, je regarderai avec vous. Je regarderai avec vous du côté de l'interprétation des modèles, des pistes qui sont intéressantes et qui sont aussi dans ce SDK. Alors, question: quelles seraient les adaptations à faire pour un ML d'apprentissage online?
Et ben, alors là, beaucoup d'adaptations à faire, parce qu'il faudrait le cas de figure où ça se justifie, et c'est quand même plutôt du scénario temps réel, hein, c'est-à-dire que, enfin, c'est un scénario de temps réel sur lequel on a peu d'historique. À mon avis, c'est ça le scénario du online. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il va falloir, en fait, on veut déjà faire du prédictif, mais on n'a pas beaucoup de données. Ou alors on est sur des choses dont on sait que l'historique ne sera pas pertinent. Euh, voilà, mais donc déjà il faut cette architecture, souvent un peu type architecture lambda, où on va avoir un premier flux temps réel, et ensuite il faut un framework qui soit capable de le faire. Donc là, j'ai pas les frameworks en tête, euh, et encore moins l'idée du fait qu'il puisse être bien supporté derrière par Azure ML, mais c'est vraiment quelque chose. euh, L'online learning, c'est vraiment un domaine à part. Mais voilà, j'ai pas en tête énormément de cas d'usage. Il faudrait préciser là si tu as peut-être une idée en tête, enfin un cas d'usage en tête là-dedans. Euh, mais j'en vois pas tant que ça où on a vraiment la nécessité à chaque appel, à chaque arrivée de nouvelles données, de faire s'entraîner le modèle. Churn client, non, clairement, voilà, je vais donner un exemple, là, c'est en telco. Euh, euh, alors, client banque, ouais, client banque sur des transactions encore, mais là, c'est en ça qu'il faut vraiment bien distinguer dans le machine learning, hein, le training du scoring. Mon scoring, il sera temps réel, hein. Donc, à chaque appel, par exemple, une transaction bancaire se passe, mon scoring est là, il est dispo, il est exposé avec de l'AKS, par exemple, et il répond temps réel. Voilà. La question, c'est est-ce que j'ai besoin de remettre à jour le modèle qui sert à faire ce scoring au regard de... enfin, ça se justifierait si, voilà, si on était dans un contexte où, je sais pas, des hackers à la seconde étaient en train de modifier leur manière je sais pas, de faire des transactions frauduleuses. Mais bon, voilà, je pense pas que ça soit le cas. Si j'ai un modèle qui s'enregistre, voilà, que je remets à jour, je dis même quotidiennement, euh, vous allez vite vous prendre des coups d'entraînement conséquents, et vous reviendrez vite à des choses peut-être un peu moins fréquentes. Mais parce que vous ne gagnerez pas en perf à entraîner ou plus d'une fois par jour, ça c'est quasi certain. Météo, bon, météo, c'est un domaine où le prédictif est pas. Est-ce que le prédictif est vraiment bon sur du même moyen terme, au-delà d'une heure? Je ne saurais pas trop dire. Ça, c'est un domaine un peu plus. Ou sur la bourse. Euh, bah, ouais, gardez en tête aussi que pourquoi un modèle est performant, parce qu'il est capable de retrouver des patterns dans le passé. Si vous avez euh, si vous ne fournissez pas assez de données du passé, ça va être quand même compliqué d'arriver à une prévision fiable. En série chronologique, en série temporelle, sur ce qu'on appelle du prévision moyen terme, on donne l'ordre de grandeur de un tiers de prévision pour l'historique de données. Si j'ai 3 ans de prévision, je m'autoriserai à prédire un an. Attention, si vous entraînez, si en 2021 vous vous dites je vais faire mes prévisions en prenant 3 années par exemple de cycle économique, incluant l'année 2020 qui est bien particulière, ça va être compliqué. Donc voilà. Donc attention, il faut avoir en tête que pour que le machine learning supervisé soit pertinent, il faut avoir quand même une certaine stabilité dans les phénomènes, dans les mécanismes historiques. Les scénarios de cas d'apprentissage euh, très temps réel, je mets un peu en doute leur capacité à être efficace de manière prédictive. Aller beaucoup peut-être plus voir du côté d'un sujet qui bouge beaucoup, qui est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est un mécanisme où on n'a pas la donnée labellisée. L'entraînement supervisé, hein, c'est de se dire, je sais, mon client dans le passé, j'ai eu du churn, hier, il a plu, voilà. Donc, tout ça, c'est labellisé. La donnée labellisée, aujourd'hui, elle coûte cher. On l'a pas toujours, et quand on a une nouvelle problématique en tête, on se rend compte que peut-être justement on n'avait pas noté les churns voilà, dans l'historique de la base, on n'est pas en capacité de le recalculer. Bon. Et donc c'est foutu, on n'a pas la donnée labellisée pour faire du supervisé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de l'apprentissage par renforcement. Euh,
Et alors, là oui, la question, très bonne question, du coup, est-ce qu'on peut faire sur Azure ML? Alors, sachez que là, ça bouge beaucoup côté Microsoft là-dessus. Il y a une communauté qui est lancée, qui est ouverte à tout le monde, hein, pas forcément d'ailleurs que au MVP, ou comme ça peut l'être parfois. Il faudrait que je vous donne un lien dans le chat, si je le retrouve, j'essaierai de le mettre sur le chat après, mais si vous faites un peu de recherche sur Microsoft Reinforcement Learning, il y a une communauté qui vient de s'ouvrir, et donc voilà, on peut aller chercher là-dessus. À terme, je pense qu'ils veulent le faire compatible justement dans le SDK Azure ML. Le deep learning, donc ça, aucun problème, ça vous pouvez en faire. Vous pouvez faire du TensorFlow, du PyTorch. Pas de problème là-dessus sur Azure ML. Mais bien sûr, mais toujours, hein, bien sûr, avec cette approche, enfin, pas dans cette logique online. Je veux juste vous montrer, hop, et allez-y poster des questions en attendant, une petite diapo quand même, parce que ça me paraît vraiment sympa, et à pas mettre à côté, enfin pas passer à côté, parce que c'est facile à faire maintenant. On parle beaucoup d'interprétabilité du machine learning. J'ai un super modèle de churn, ok, pour mon entreprise de telco, sauf que le marketing va me dire, mais sur quel est le levier d'action que je peux utiliser pour éviter le churn? Et ben, on va aller utiliser des librairies qui commencent à bien bouger aujourd'hui, comme Lime, par exemple, ou tout ce qui est autour des valeurs de Shapley, qui vont nous permettre d'aller ouvrir la boîte noire et d'aller trouver des facteurs d'explication. Voilà, par exemple, ici sur le diabète, juste avec quelques lignes de code en plus, intégrées dans le SDK, hop, je sais que c'est la variable S1 qui est la plus influente dans mon modèle, et je connais son poids par rapport même à S5. Voilà, je suis en capacité de hiérarchiser tout ça. Et je finis là-dessus, mais c'est vraiment, voilà, en preview, et je ne l'ai pas testé, et là, voilà, c'est vraiment la chose à penser tout de suite si vous voulez aller jusqu'au bout de la production de votre modèle de machine learning. Les données en entrée vont bouger. Voilà, donc peut-être plus que penser online learning, pensez plutôt à l'évolution des données en entrée, et du coup, grâce ici à des coefficients, voilà, qui sont calculés, des métriques qui sont calculées, vous allez savoir si vos X, hein, donc les données qui arrivent, qui servent à faire la prédiction, si elles sont en train de changer de ce qu'elles étaient habituellement, de ce qu'elles étaient au moment de l'entraînement. Et ça, c'est important, parce que si vos données changent significativement, ça veut dire que votre modèle est sans doute plus pertinent. Donc, on va avoir ici un service, alors qui marche malheureusement que sur AKS, donc de surveillance de la dérive des données. Donc, je précise bien, on surveille ici la dérive des X, et ça nous donne une très bonne idée du fait que nos prévisions pourraient ne plus être bonnes. Packager le modèle. Oui, alors packager le modèle, c'est faire principalement c'est faire le pickle, hein, voilà, si on est sur du scikit-learn normal. Donc mon modèle, hein, quand je le prépare, quand je l'entraîne, c'est un objet dans la mémoire quand je suis dans mon Jupyter Lab, dans ma session Jupyter Lab, j'ai un objet en mémoire. Packager le modèle, c'est le faire en pickle, et associer quand même un YAML, on peut voir le package sous cet angle-là, associer un YAML qui sera les dépendances de package qui devront être chargés sur les machines exposant le modèle. Il est 16h, je vous laisse pour ne pas déborder sur les autres conférences, dispo par le chat direct si vous voulez, et sur le GitHub. Merci beaucoup à vous.